une réalisation de Studio Machiavel. Vous écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 21e épisode, nous recevons Alexis Froissart, président de Landmark, agence créative internationale dédiée à inspirer le quotidien par la puissance de l'art et cofondateur du bien connu Festival Mural sur Saint-Laurent. Nous discutons de l'art comme véhicule créatif pour les entreprises, de la sauce spéciale artistique de Montréal et de l'impact économique et sociétal de Mural au Québec. Pour ce faire, voici vos hôtes, Hamza Garnati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Alexis Froissart de l'entreprise Landmark et aussi du Festival Mural, donc pour les gens de Montréal qui connaissent très bien. Landmark, c'est une agence créative qui vise à démocratiser l'art en alliant les affaires et l'art. Il va nous en parler un petit peu plus après. Donc, merci Alexis d'être avec nous. Salut les gars. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis merci Hamza d'être avec moi. Merci Louis. Puis encore une fois, bienvenue Alexis. It was in the making, disons. On a réussi. On a réussi. Donc, on commence sans plus tarder avec une petite question qu'on aime pour briser la glace. Donc, on aimerait savoir, Alexis, quel type de pain es-tu? Question intéressante que je me suis jamais fait poser. Vous pourriez la mettre dans les emails, celle-là. By the way, on va te poser cette question juste en direct en rentrant. Ouais. C'est toujours spontané. Mais dans le fond, on a eu plein de réponses comme du pain. Il y a pas mal de pain, là. Ouais. Tu peux aller aussi dans la boulangerie aussi. Il y a des trucs intéressants avec les croissants. Laisse-le répondre. Non, regarde, moi, je crois que je vais y aller... Je vais y aller quelque chose que j'aime aussi. La bonne fougasse. La bonne fougasse, je sais même pas là. c'est quoi. Une bonne fougasse, c'est comme ça. C'est un pain à l'olive. Un peu épicé, mais pas épicé fort, juste un peu... c'est très doux, c'est olive. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y en a 3-4. C'est comme un peu exclusif. Okay. C'est un peu là, ça traîne là. Ceux qui connaissent, ils prennent. Tu peux mettre un petit boursin là-dessus. Tu partages ça. C'est good looking. Ouais, je vais aller avec la fougasse, je crois. Il faut que tu saches. Si tu ne saches pas, c'est correct. C'est exclusif. Non, c'est correct. On va le prendre. C'est ça. Si tu sais pas ce que c'est, on va le prendre. Il y a des petites déclinaisons de fougasse. Des fois, tu sais pas, il y a un peu de fromage bleu à l'intérieur. Tu peux faire des petits mélanges. Ouais, je vais aller avec la fougasse. Je crois que je suis confortable à choisir mon pain comme la fougasse comme mon pain. Je te confirme que c'est la première fois qu'on a cette réponse-là, puis c'est une réponse validée. Je te confirme. Nice. J'aime ça. Bon, c'est unique à l'artiste en toi et aux passionnés d'art en toi. Exact. Parlons d'art, parlons d'artistes, parlons de Landmark. Alors, comment tu gagnes ton pain avec Landmark? Comment je gagne mon pain avec Landmark? Dans le fond, Landmark, c'est une agence créative. On a longtemps flirté avec, en se demandant qu'est-ce que c'était exactement. Est-ce que c'est une agence d'artistes? Est-ce que c'est une agence de marketing? Ça fait maintenant 9 ans que Landmark existe. Puis, on a finalement turné out à dire oui, c'est vraiment comme plus une agence créative qui est vraiment avec l'angle art visuel, dans le fond. Landmark, on est en lien avec les artistes visuels, puis on crée dans le fond des initiatives avec des clients. C'est du B2B. Puis on crée des initiatives où on va mettre de l'avant les artistes dans des campagnes marketing, des projets immobiliers. Fait que on est là pour créer des projets uniques pour des brands, pour des marques, des projets uniques avec un effet, un esthétisme fort qui vient créer une signature, un storyline, quelque chose, un DNA à la campagne ou au projet sur lequel on travaille. Puis on travaille en collaboration avec des artistes proches et des artistes de l'international, dépendamment du projet. Puis on crée des projets uniques à chaque fois, dépendamment de l'opportunité qu'il y a devant nous. Ouais.
Puis vous avez des clients énormes aussi, là, comme Jeep, Mercedes, vous travaillez avec Lune Rouge. Tu peux me parler un peu des exemples de réalisations que vous avez faites qui sont quand même... Ben oui, ben oui. Ben comme je dis, ça a pris du temps pour se bâtir une crédibilité dans l'univers des marques. Il y a aussi le Festival Mural, qui est une compagnie sœur de Mural, qui est juste là, qu'on fait rouler aussi à l'année. Ça appartient un petit peu tout ça, dans le fond. Ben, c'est tout un écosystème qui se nourrit l'un et l'autre. Tu sais. Nice. Le Festival Mural qui arrive au mois de juin à Montréal, habituellement, dans une année normale. Dans le fond, pourquoi je dis ça, c'est que le Festival Mural amène un contexte où les marques veulent se positionner à travers le Festival Mural. Donc, ça nous a amené beaucoup d'opportunités pour, justement, aller chercher des marques qui ont déjà dans leur ADN l'envie de se positionner à travers les arts. T'sais. Quand tu viens de positionner un mural, ben, c'est que tu as déjà un intérêt, tu as déjà une éducation sur « Ah ben oui, l'art peut rajouter beaucoup de force au message, peut aller rejoindre une clientèle, peut aller rejoindre un market. » Donc, grâce à ça, on a développé des relations avec des marques et on continue. Puis oui, ben, on a travaillé avec des super marques, dans le fond, qui supportent l'art, puis avec qui on a développé des projets. Oui, Mercedes, ici à Montréal, on a fait des activations en Asie aussi avec eux. On a fait des campagnes pour Aldo, des super belles campagnes. On a créé des produits avec Aldo, là. Aldo qui est un fleuron d'ici. Puis, ben oui, on travaille avec Apple, Jeep, avec beaucoup de marques, en fait. Il y a Lune Rouge. Fait que, comme je dis, on catégorise vraiment nos types de projets dans mostly 2 secteurs d'activité, qui est les brands, avec les campagnes, avec des campagnes marketing, de la création de produits, de la création de packaging aussi, avec des artistes. Puis sinon, avec le côté un petit peu plus real estate, immobilier, ben là, c'est sûr que, tu sais, on a beaucoup d'opportunités de pouvoir créer des lieux rassembleurs, des environnements qui sont éclatants, qui sont good-looking à l'œil, tu sais, qui font en sorte que, ben oui, tu sais, les gens de real estate, les gens de l'immobilier, ils ont un intérêt à développer ça. Puis notre génération, de plus en plus, on a besoin d'être unique, tu sais, on a besoin d'avoir une expérience, on a besoin de vivre, on a besoin de nouveautés, tu sais, on a besoin de dire que c'est beau, puis donc on fit exactement là-dedans, tu sais. Mais c'est ça qui est rassembleur surtout dans votre proposition de valeur et dans votre mission, là, c'est d'inspirer le quotidien. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement powerful parce que justement, l'art, c'est un véhicule qui permet un peu désolé pour l'anglicisme, mais de disrupt toute ta compréhension de ta ville, mais aussi, exemple, pour le côté real estate, qu'est-ce qui est cool, c'est que le fait que c'est des artistes qui viennent faire une murale dans un de vos clients, mais ça augmente nécessairement la valeur justement du building. Parce que c'est un one-on-one piece qui est fait. Ouais. Ben, clairement. Écoute, l'art a plusieurs utilités, tu sais. Nous, on se demandait à la base, tu sais, quand tu fais tes working sessions au début, quand tu crées ta business, tu sais, pourquoi on fait ça, c'est quoi la mission, c'est quoi la vision, tout ça, tu sais. Puis ça nous a pris du temps à comprendre c'était quoi notre mission, tu sais. Parce qu'on peut intervenir dans tellement d'angles, tu sais, on peut intégrer de l'art dans tellement de choses, tu sais. Puis on s'est rendu compte dans le fond de nous-mêmes que dans le fond, c'était mettre de l'art dans le quotidien des gens, tu sais. Donc, tu sais, je porte un jacket en ce moment, Ricardo Cavolo. Avant de venir ici, j'étais dans un appel, tu sais, dans l'univers du sport. Hier, je faisais des appels pour de l'événementiel. Après ça, il y a tellement de layers, il y a tellement d'opportunités que ça fait en sorte que oui, on a résumé tout ça, on a simplifié tout ça à vraiment... Nous, on veut être capable d'intégrer de l'art dans le quotidien des gens, point à la ligne, en fait. Puis let's go, tu sais. Yeah. Like, who's on board, puis
on fait des calls, on reçoit des calls, on développe des projets, let's go, on jump in. Exact. Mais en fait, votre histoire en fait, est vraiment très fascinante parce que c'est 4 amis. Donc, toi, Nicolas Monrico, Yann Cordeau et André Batalon, juste 4 homies qui sont juste tous passionnés par le même truc qui est l'art urbain et que justement, vous avez fondé, tu sais quoi, on n'est pas les artistes, mais on va juste promouvoir d'une façon ou d'une autre la culture de l'art urbain ici à Montréal à travers Landmark, mais aussi à travers la création du Festival Mural qui a 8 ans maintenant. Mhm. Puis maintenant, 8 ans plus tard, c'est le festival énorme que c'est, qui shut down tout le boulevard Saint-Laurent, qui rassemble des centaines de milliers de personnes, qui a un engouement aussi important. Mais toi, commencer à partir justement d'un engouement entre 4 amis vers le même sujet. Parle-moi un peu justement du parcours de Mural et pourquoi tu penses que ça a permis à créer le succès émergent et le succès incroyable qui est maintenant aujourd'hui Mural Festival? Ouais, ben c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais, à la base, on est des entrepreneurs, je crois, dans l'âme. On n'est pas des entrepreneurs académiques. Tu sais. On est des gars, on est des passionnés. Nicolas et moi, on avait déjà parti une entreprise ou deux, tu sais, très rapidement dans notre jeune, genre fin 18, 19, 20, 21 ans. Puis Dre et Yann travaillaient au Cirque du Soleil dans ce temps-là. Ils avaient créé un super projet au cirque avec les arts, le street art, actually. Puis nous, on faisait de l'événementiel, puis après ça, on a commencé à brainstormer, on s'est commencé à dire, OK, on a-tu le goût de travailler ensemble? Oui, on a définitivement le goût de travailler ensemble, on a définitivement la même vision des choses, de qu'est-ce qu'on voudrait apporter, puis l'art urbain, les arts visuels nous interpellent. Alors, ça, c'était très central dans nos discussions. Puis, voyant un peu ce qui se faisait à l'international, principalement à Miami, à Basel, avec Art Basel, tu sais, on s'en est déjà parlé. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré. On a voyagé là-bas plusieurs fois. On a vu Art Basel, on a vu tout l'événementiel côté art visuel. Puis là, on s'est dit que là, on était beaucoup trop excités de vivre ça, tout simplement. On dit comme, OK, mais à Montréal, il y a une culture de festival tellement forte depuis des dizaines d'années, juste pour rire, le jazz, les franco. Puis tu sais, c'était très développé dans la musique, dans le cinéma. Puis on était comme, OK, ben, il y a clairement l'opportunité de venir célébrer ça à Montréal. Tu sais, on prend le format festival qu'on connaît montréalais, un peu packagé déjà, là, tu sais, qui se tient, qui se supporte, qui est super bien fait. Cette culture de festival-là, tu sais, que Spectra a bâti, entre autres. Tu sais, puis tu prends l'art visuel au centre de tout ça, puis let's go, tu sais. Bon, c'est plus facile à dire, c'est ce qu'à faire. On a eu des dizaines, des centaines d'embûches. Mais bon, on est parti sur cette vision-là des choses. Puis très rapidement après, l'idée de pas se fermer, pas se cloîtrer tout simplement à un festival, mais d'ouvrir à de la collaboration avec des marques à l'année. C'est très rapidement arrivé dans nos têtes. Puis c'est là qu'on a dit, OK, ben là, il faudrait une entité, une autre type d'entité, parce que Mural est une OBNL, puis a la mission de créer ce festival-là une fois par année. C'est là qu'on a créé Landmark. Ça a été très rapide, ça a été comme dans les mêmes 6 mois. Donc, on a créé 2 business en même temps. Puis on est parti à la guerre, les 4 gars, avec juste notre passion, dans le fond, là, tout simplement. Mais souvent, l'entrepreneuriat, très souvent, ça part de là, puis il en faut là, de la passion, sinon tu peux trouver le temps long. Puis that's it. Après ça, on a bâti, puis on a construit, puis là, à travers tout ça, il y a des rencontres, il y a des contextes, il y a de la chance, il y a de la malchance, il y a les bonnes étoiles, il y a plein de choses qui font en sorte qu'on est là où on est aujourd'hui. Puis maintenant, c'est ça. Maintenant, on est rendu, je crois, une vingtaine de personnes au total dans les 2 entreprises. Puis on réussit à... Je crois qu'on réussit à avoir... On a beaucoup évolué dans tout ça. On est parti d'une passion, puis aujourd'hui, on est dans du concret. On est dans des processus, on est dans des stratégies, on est dans des outils, des ressources, puis on a bâti tout ça. Puis maintenant, c'est sûr que c'est le jour et la nuit versus il y a 8-9 ans maintenant. On a évolué dans toute cette organisation-là aussi en tant qu'humain, mais en tant qu'organisation. Là. Ouais. Puis d'un côté, il y a tout cet aspect business, mais il y a aussi l'autre côté artiste, là, comme tu parlais, Ricardo, tout ça.
vous avez comme comment ça fonctionne? Vous avez une banque d'artistes que vous représentez, puis leur donnez des opportunités quand même incroyables. Ouais, dans le fond, ça aussi, c'est un autre point Important. qu'on a beaucoup... on a pris beaucoup de temps à réfléchir à ça, tu sais. Dans l'univers des artistes, tu sais, t'as souvent l'exclusivité, la non-exclusivité d'un artiste. Est-ce que Landmark travaille exclusivement avec X nombre d'artistes ou est-ce que Landmark veut juste avoir des artistes exclusifs ou pas? Mhm. Tu sais, puis il y a tout ça ensemble qui est un peu interrelié. Puis après ça, on a compris qu'encore une fois, on voulait pas se cloîtrer avec... Parce qu'on aime travailler avec la communauté artistique globalement, puis chaque opportunité de projet peut amener l'opportunité de travailler avec un nouvel artiste aussi. Puis il y a des artistes qui arrivent de la relève tous les ans, toujours, tu sais, donc on voulait pas se cloîtrer là-dedans. On a des relations. Donc, pour répondre à ta question, on travaille avec tous les artistes. On s'ouvre à travailler avec tous les artistes. On est ouvert à travailler avec tous les artistes. Mais après ça, c'est sûr qu'on a un historique avec plein d'artistes. On a des relations qui sont construites. Puis, oui, on a des relations qui sont un peu, je dirais, privilégiées avec quelqu'un comme Ricardo qui, lui, nous accompagne. Ricardo, en plus de ça, il y a un côté personnel dans tout ça. C'est un bro, puis lui, il veut qu'on s'occupe de lui. Nous, on veut s'occuper de lui. C'est comme un amour mutuel entre les deux qui fait en sorte que c'est sûr qu'on travaille ensemble, puis let's go. Fait que c'est sûr qu'il y a des... C'est ça, il y a des liens qui se créent plus forts que d'autres, qui font en sorte qu'on a plus de projets, peut-être. Mm-hmm. Mais on est là pour travailler avec tout le monde, puis on inclut tout le monde dans les potentiels projets. Yann Cordeau, qui est le directeur créatif avec son équipe, il nous amène des nouveaux artistes constamment. Moi-même, je suis dans un pitch, je découvre des nouveaux artistes. Donc, on se ferme absolument à aucune limite au niveau de la communauté, là. Parce que niveau business, quand exemple, vous pitchez justement, c'est que vous pitchez une série d'artistes qui seraient compatibles avec le branding puis la mission du client que vous ciblez. Ouais. Mais comment justement vous assurez une forme de représentativité égale? Parce que sur ça, qu'il y a des chouchous, parce que justement vous avez une relation, qui ont aussi une large audience, puis que justement leur art est beaucoup plus puissant. Mais exemple, les artistes émergents, surtout ici au Québec, et ça je sais pas la prochaine section, mais au Québec, il y a énormément d'artistes émergents qui s'en viennent. Exemple, Cyrielle Tremblay, notamment Gabbois. Et comment justement assurer à cette relève entrepreneuriale cette relève artistique, d'avoir autant d'opportunités pour justement grandir leur business à travers vous? Ben, il faut qu'on se tienne au courant. T'sais, on n'a pas le choix en tant que business de se tenir au courant sur c'est quoi la relève. Puis, tu sais, je dis la relève, puis, tu sais, Gabbois est huge, là. Mm-hmm. Tu sais, Gabbois, Cyrielle aussi, c'est tous des artistes qui sont déjà implantés aussi, tu sais. Donc, mais ça va dépendre, encore une fois, de l'opportunité qui va être devant nous, du brief du client qui va être devant nous, tu sais. Puis aussi, des fois, un projet va nécessiter le fait de contacter des artistes qui sont dans le top 15 artistes dans le monde, tu sais. Mais c'est pas tous les projets qui ont besoin des top 15 artistes dans le monde, tu sais. Il y a des projets qui ont juste besoin d'une déclinaison qui est super le fun, super... good looking, qui esthétiquement qui fait plaisir, tu sais, bon, ben ça, tu peux aller piger dans le local là, 100%, là, tu sais, puis donner des opportunités aux artistes émergents, tu sais. Donc, encore une fois, ça va dépendre vraiment de l'opportunité qu'on a, de l'envie du client, de la nécessité. Puis nous, on va consulter là-dedans aussi, tu sais, on va arriver avec nos recommandations. On va dire, ben nous, tu sais, c'est sûr qu'il y a du marketing dans ce qu'on fait, tu sais. Le but de ça, c'est quand même business, tu sais. Le but, c'est d'être capable de leverager une marque à the end. Puis, tu sais, il y a des KPI à aller chercher après à the end dans tout ça, tu sais. Donc, on doit, nous autres, arriver avec de la consultation qui fait du sens. Mais, tu sais, c'est pour ça qu'on est là aussi. On est l'entremetteur entre l'univers des affaires puis la communauté artistique pour être capable de maximiser les deux côtés, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça fait un bon pont vers la section L'argent du beurre. Tu parlais de local, tu parlais d'artistes locaux, tu sais, puis je pense qu'une des raisons pourquoi la sphère artistique à Montréal ou au Québec est aussi forte, c'est parce que les Québécois ont un grand amour pour l'art. Ils le valorisent énormément. Tu le vois quand tu te promènes à Montréal, tu as énormément de murales, énormément d'art, c'est ça qui fait vibrer les quartiers. Pourquoi tu penses qu'il y a cet amour, dans le fond, pour l'art au Québec?
qu'est-ce qui fait qu'on aime tant ça, tu sais, ça change tout, là, dans le fond, avoir de l'art dans ton quartier. Oui. Je crois, ça c'est mon humble avis, tu sais, mais moi je crois qu'au Québec, à Montréal, on est des créatifs, tu sais, on a une souche créative forte, latin, tu sais, on est, tu sais, imprégné dans nous, là, on a quelque chose, on a une espèce de, un besoin, un edge naturel, peut-être, je sais pas, tu sais, on aime ça à la base, tu sais. Tu vois tous les grands, tu sais, créateurs qui ressortent d'ici, tant au niveau cinéma, musique, art visuel. Bon, il y en a partout, tu sais. Puis on a cet ADN en nous, tu sais, de manière... En moyenne, là, j'ai l'impression que, tu sais, on est des créateurs quand même, les Québécois. Puis on est créatifs dans nos manières de faire, qui fait en sorte que... c'est pas obligé d'être tout le temps dans l'univers des arts où tu peux être créatif en affaires, tu peux être créatif dans un univers financier aussi. Je crois qu'on a juste peut-être cette autre manière de comme switcher notre cerveau un tout petit peu puis de voir les choses autrement. Puis je crois que ça, ben, ça fait en sorte que on a une ouverture naturelle envers un nouveau médium. Puis c'est même pas tant un nouveau médium, l'art visuel, dans le sens que ça existe depuis. On n'est pas les inventeurs des murales. Ça existe depuis des hiéroglyphes, I guess. Ouais. Tu sais, rentre là. Mais fait que, tu sais, je crois que ça a été... Quand on a amené le festival, c'était juste obvious. On peut... il y a un événement qui vient célébrer les arts visuels, en fait. OK, ben oui, so much sense. OK, ben let's go. C'est sûr qu'on va aller voir ça, puis on va aller enjoy, on va aller s'informer. Après ça, je crois que ça... Puis il y avait déjà des acteurs avant nous qui étaient là dans cette industrie-là aussi. Ça a aidé à propulser, populariser, éduquer, donner de la valeur à cette scène-là. Je crois que c'est là que ça nous amène encore, le festival. Ça permet de donner une vitrine, mais je crois qu'à la base, naturellement, le Québécois va avoir une intention de s'informer, d'aller regarder, d'aimer ce qui est de la création en général, ça. Mais je pose une question ouverte à tout le monde, puis c'est une hypothèse que j'ai dans ma tête. Évidemment, on est une minorité aussi en Amérique du Nord. On n'est pas des Français d'Europe, on est les seuls Français en Amérique du Nord, etc. On a une culture propre à nous, etc. Et justement, la créativité et l'art est aussi une façon de protéger aussi notre culture. Tu sais, exemple, il y a la culture à Toronto et la culture aussi dans les autres régions aux États-Unis, à Miami, etc. Mais nous, à Montréal, c'est que non seulement on protège notre langue, notre identité propre à nous, mais c'est que notre créativité, nos talents, justement, permet à préserver et à promouvoir la culture montréalaise québécoise. Exemple, juste voir Kate Ranada gagner le Grammy. C'est huge pour Montréal. Puis évidemment, c'est une question, pourquoi on ne met pas assez de ça de l'avant ici? Ça, je vais garder mes réserves. Mais c'est quand même fou, peut-être la connotation historique, justement, d'utiliser l'art et la créativité comme source de protection de notre culture ici au Québec. Oui, absolument. Puis je rajouterais juste comme une petite parenthèse, un bémol. Je pense qu'on est la plus grosse culture francophone, mais il y a aussi différentes cultures francophones à travers l'Amérique du Nord quand même. Un petit shout-out à nos Cajuns, à nos Acadiens, c'est vrai, c'est vrai. En Louisiane, puis tout ça. Mais je pense que tu as un excellent point. Une des façons de conserver, surtout quand tu es en situation de minorité, tu n'as pas comme 1 milliard de moyens justement de te rattacher à ta culture, à ta valeur. Puis je pense que l'art, c'est comme une des plus grosses expressions de culture, là, tu sais. Ben, c'est sûr que ça nous je crois que ça nous définit quand même, là, tu sais, mais ça vient un peu avec, je sais pas, votre émission de... Je sais pas, on revient un peu dans l'histoire. Les francophones, les Anglais, tu sais, les francophones qui étaient un peu soumis à toute l'oppression anglaise, où c'était bon, OK, nous, on travaille pour, tu sais, c'était la période industrielle, tu sais, où, bon... Puis, bon, je suis pas un fin connaisseur, mais tu sais, est-ce que c'est pas qu'ils ont dû se retrouver à travers quelque chose aussi? Puis c'est là que, tu sais, la création les a permis de peut-être se sortir de ça, se sortir de ce mindset-là, tu sais, tout en se combattant contre ça. Mais tu sais, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être une petite... Non, absolument. Je pense que c'est un bon point. Puis quand tu me dis ça, je pense à, mettons, en théâtre, là, Les Belles-Sœurs, c'est un peu un reflet de... Ben, c'est ça. À une époque où c'était comme... Il fallait en parler, il fallait parler. C'était quoi la réalité des... C'est libérateur aussi d'être capable de créer, acter, jouer, tu sais. C'est comme le gospel, tu sais. Exact, dans la religion, c'est une façon de l'externaliser, puis
Preach, dans le fond. Non, mais Ouais, c'est non, mais c'est vraiment intéressant. Puis peut-être un autre point, c'est évidemment, tu as une énorme tâche, un énorme rôle avec Landmark et Mural, mais aussi tu as une énorme implication aussi avec Zoo, justement dans le conseil d'administration. Et exemple aussi, on voit au Québec, puis on le couvre de plus en plus, qu'il y a vraiment un énorme hub des entreprises créatives, des entreprises justement qui veulent disrupt. Comment tu qualifies justement ce hub d'innovation qu'on a ici au Québec à travers ces entreprises créatives? Ben moi, je trouve ça fascinant ce qui se passe en ce moment au niveau de la technologie. Là. Puis moi, je suis dedans comme un amateur qui check qui découvre en fait, tu sais. Puis qui découvre tout ça aller tellement rapidement. Mais moi, je trouve que c'est tellement génial qu'on puisse avoir ça à Montréal, qu'on peut avoir ça au Québec, d'avoir la créativité. Déjà, Zoo, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est la technologie. T'sais. Donc, ça vient chercher plein de pôles super intéressants sur lesquels travailler. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit garder, qu'il faut avoir ici, parce que c'est clairement le futur. On l'a vu sur le West Coast en Californie, avec le Silicon Valley dans les années 90. 80-90, I guess, avec l'informatique. Puis bon, la technologie, les nouvelles technologies, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire en ce moment. Puis encore une fois, comment ça va vite. Puis le fait d'avoir un pôle d'entreprise qui fait ça, là, les collaborations sont super faciles aussi. Donc, moi, je crois qu'il faut continuer à pousser à créer des outils, des ressources, exactement ce que fait Zoo aussi, à créer dans le hub, à la Maison Alcan. Mais il faut continuer à pousser puis à amener les entreprises ici, à créer des entreprises, que les entreprises québécoises se créent et collaborent ensemble pour qu'on puisse vraiment devenir un leader dans tout ça. Là. Je crois que notre créativité dont on parlait tout à l'heure, là, l'espèce de... la base créative qu'on a déjà, je dirais, elle est là, elle existe. On l'a en nous maintenant. Si on est capable de rajouter l'entrepreneuriat, la technologie, le support au niveau du gouvernement, au niveau des... ramener des marques. Microsoft s'installe à Montréal. Nice, on aime ça. Là, on veut d'être ça parce que c'est ça qui va nous permettre de faire grandir, de suivre la cadence internationale. Puis si le Québec, on veut que ce soit qu'on fasse partie de ces discussions-là, puis qu'on amène des idées innovantes, puis qu'on soit reconnu, on n'a pas le choix de continuer à pousser ça. Puis qu'il y a des organisations comme Zoo et d'autres qui soient là, puis qui continuent à en avoir, puis de pousser la conversation à plus. Ouais. No choice, là. Exact. Puis c'est un bon point. Puis tu parlais de justement ramener les entreprises, tout ça. Donc ça me fait penser à la compétition. Puis je pense à New York qui est comme 5 heures d'ici. Puis qu'eux, ils ont un petit peu comme tout l'aspect business développé, artistique, ça bouge là, à New York. Là, c'est énorme, des en fait. galeries de fous. Comment on rivalise avec New York? Mais surtout aussi, vous avez un bureau aussi à New York aussi, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Comment tu peux qualifier Montréal et ses particularités en termes d'artistique et d'innovation avec New York, qui est justement la norme internationale dans ce domaine-là? C'est une autre culture de business, clairement, aux États-Unis. Là, genre, nous, on a des grosses discussions pour des projets aux États-Unis, on a des clients aux États-Unis. C'est un autre style. C'est passionnant de comment ils deal ça. Puis avoir, oui, un bureau à New York maintenant, avec un partenaire là-bas, je le vois que c'est un autre style de jeu. T'sais. Mais comme vous disiez, c'est tellement plus gros aux States qu'on n'a pas le choix. Il y a plus d'argent, il y a plus de monde, plus de business, il y a plus de headquarters, il y a plus de business qui se passe en général qu'au Canada. Là. Ça, c'est évident. Donc, on doit être capable de créer des liens avec ces villes-là, selon moi. Il faut être capable d'innover chez nous. Il ne faut pas se fermer à l'international. Il faut collaborer avec l'international. Il faut créer des partenariats. Il faut créer c'est ça, je crois qu'il faut... il faut se permettre de s'ouvrir. Il faut se permettre de penser grand. Puis il faut rester in the game pour compétitionner à travers tout ça, parce qu'encore une fois, ça va vite. Mais je crois que, sans être un spécialiste,
je crois que ça se passe quand même à Montréal. Tu les vois, il y en a des hubs créatifs, le AI, les jeux vidéo, les nouvelles technologies, genre ça se passe. On est là, on n'est pas trop en arrière. Il y a beaucoup de discussions qui sont faites pour continuer à garder le momentum. Ça, c'est bon. Puis encore une fois, avec la nature de qui on est en tant que créateur, avec la touche créative qu'on a, on peut avoir aussi notre flavor, tu sais. Un petit edge. On peut avoir notre petit edge, notre petit flavor qui fait en sorte que, tu sais quoi, même si t'es à New York, même si t'es à LA, même si t'es à Tokyo, ben peut-être que tu vas dire, OK, je vais aller poker. Je vais aller poker cette gang-là qui a un ingrédient qu'on n'a pas, là, les petits Gaulois, là. Les petits... ouais, c'est ça. Fait que je crois qu'on a notre flavor, il faut continuer à garder le focus, puis à pousser, puis innover, avoir des bonnes idées. Mais tu sais, Zoo, il ramène des gens aussi de l'international ici, tu sais, c'est pas que pour les Québécois, tu sais, je sais que dans les programmes à Zoo, il y a des business de l'international qui s'inscrivent pour les programmes à Zoo, tu sais. And this is great. Ouais, c'est fou. Tu sais, c'est clair, là, il faut s'internationaliser. Là, mais si on pense même encore plus macro que Zoo, qu'est-ce qui est fou, c'est que c'est aussi appuyé par tous les instances gouvernementaux aussi du Québec par rapport à ça. Exemple, j'en parle encore souvent parce que c'est vraiment une autre passion de moi, mais Investissement Québec, Montréal International, les délégations du Québec aussi, je pense que la délégation du Québec à New York vous a aidé aussi un petit peu par rapport à votre expansion. On parle avec eux, ouais. C'est ça, tu sais, donc tout ce soutien d'écosystème où on veut vraiment que le Québec, puis Montréal, mais aussi les autres villes du Québec soient vraiment un hub de la technologie, un hub de l'innovation. Non seulement c'est pas pour maintenant, mais c'est bon pour plus tard. Mais c'est comme tu sais, Biden en ce moment, là, qui avec tout son programme sur... Le Buy American Act. Ouais, exact. Tu sais. Puis là, bon, c'est ressorti, je crois, la semaine dernière, je crois, là, sur... bon. Puis, je crois qu'il y avait le ministre de l'Économie qui expliquait à quel point le Québec était bien positionné pour l'énergie verte, tu sais. Ouais. Mais, puis bon, j'écoutais la radio, puis ça disait que c'est il y a 50 ans, ben déjà, l'hydroélectricité n'était pas reconnue aux États-Unis comme une énergie verte il y a 10-15 ans, déjà, tu sais, ça c'est déjà vraiment... 10-15 ans, c'est très court comme temps, tu sais. Ouais. Fait que, mais le premier move du gouvernement, c'était Henri Bourassa, il y a 50 ans, qui a dit, OK, on va faire une usine d'hydroélectricité, un barrage. Développé. Mais tu sais, il y a 50 ans, il fallait que tu sois en avance sur ton temps. Il fallait que tu aies la vision pour te dire, OK, là, ça va se passer dans 50, 75 ans, whatever. Ça va être... On n'aura pas le choix de passer par là. Mais tu sais, tu backtrack, c'est ça que le gouvernement, en ce moment, j'imagine, veut continuer à garder ici. Tu sais, c'est d'être capable de rester leader dans ça, parce que c'est clairement... la technologie n'est pas prête d'arrêter de se développer, puis de développer les moyens. Puis bon, donc... Faut dire aussi que les barrages ont été construits plus gros que ce qu'il y avait besoin, puis encore là, on en construit plus dans l'optique d'aller vendre aux États-Unis, dans l'optique de devenir un leader aussi. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis tranquillement, il y a même aussi, en ce moment, là, en fait, je conseille aussi d'écouter 7 jours sur Terre de Benjamin Tremblay, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est un petit mini-reportage, c'est vraiment un journaliste indépendant, puis qui montre justement, en ce moment, qu'il y a une privatisation de Hydro-Québec qui se passe un peu behind the scenes, avec justement l'industrie éolienne, parce qu'on a tellement une abondance de ressources qu'évidemment, les entreprises américaines s'intéressent aussi. Mais comment assurer à ce que justement, qu'il y a une pérennité de notre richesse pour aussi à long terme? C'est une autre discussion à avoir. Peut-être qu'on va inviter le chef d'Hydro-Québec pour parler de ça. Là. Mais je vais ouais, c'est ça. Mais je vais revenir avec Mural pour clore cette section. Évidemment, le festival Mural, ça a un énorme impact sur la ville de Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, etc. Ça a des retombées économiques assez importantes. Je pense que c'est 30 millions que vous mettez, ce qui est énorme. Comment tu qualifies vraiment l'impact de Mural dans la société montréalaise en tant que telle? Tu peux flex un peu, si tu veux. Ouais, go for it, là. Ça question pour flex. Non, ben, écoute, j'espère que ça a un bel impact. Je crois que je sous-estime peut-être, moi, personnellement, l'impact. J'entends beaucoup de témoignages depuis le début sur comment Mural change le quotidien des gens, que ce soit tu sors de chez vous, puis tu as maintenant une Mural qui est entre le métro et chez toi, tu sais. À quel point ça fait plaisir, comment ça donne une belle lumière dans ta journée. Ouais. C'est clair que ça embellit la ville, ça embellit le quotidien des gens. Donc, tu sais, je crois qu'au niveau des Montréalais, le positive feedback est huge, tu sais, par rapport au fest. Encore une fois, tu sais, les murales en général amènent ça aussi, tu sais. Je veux pas tout mettre le spotlight sur
sur le festival. Comme je dis, il y a plein d'autres organisations qui en font aussi. Puis c'est de tapisser la ville qui est intéressant, c'est de tapisser les arrondissements, le quotidien des gens qui nous fait tous vibrer, puis qui nous plaît de mettre l'énergie à faire ça. Je crois que après ça, il y a le côté économique. Il y a le côté économique qui, lui, c'est moins le quotidien des gens dans le day-to-day, mais c'est peut-être plus un quartier. Puis, mettons, le boulevard Saint-Laurent, quand tu backtrack il y a 10 ans, ça n'allait pas nécessairement super bien. C'est-à-dire, il y avait eu des constructions, je crois, 2 fois d'affilée, des grosses constructions, les magasins étaient fermés. Oui, c'était la main. La main va toujours rester la main, c'est la culture de Montréal en soi, la main, mais je crois que le Festival Mural est définitivement venu donner un coup de pouce à la relance de la main, à travers... la fermeture de rue qui est pas seulement une fermeture de rue, c'est des festivités, là, c'est du art partout, c'est de la musique, c'est du crowd, c'est du monde heureux, ça mange, ça crie, ça boit, le monde sont bien... Un vrai shit show, là. Un vrai shit show qui fait plaisir, tu marches, il fait chaud, il fait 30 degrés, ça a donné du gros positif à la rue, puis oui, veux pas quand tu revitalises un quartier un peu en faisant ça. Tu mets de l'art, ça donne de la valeur au bâtiment. De la valeur au bâtiment, ben, ça augmente les taxes par rapport à la ville. Bon, il y a plein de choses qui font en sorte qu'il y a des... Retombées énormes. Là. Il y a des retombées énormes. Puis après ça, ben, il y a tout le côté aussi touristique, évidemment, que on vient rehausser la scène locale, mais après ça, il y a un intérêt aussi de l'international pour venir au festival. Puis l'année 1-2, c'était très local. Mais très rapidement, on a vu... du tourisme s'engager à venir au festival. Puis, veux pas stratégiquement aussi, on a mis le festival pendant la F1, ce qui fait en sorte que la ville est vraiment on fire, là, comme la première semaine. C'est en même temps, dans le fond? La première fin de semaine de Mural, c'est le Grand Prix. OK. Puis après ça, Mural dure 11 jours, puis après ça, il y a un deuxième week-end qui, lui, est plus soft, entre guillemets. Mais c'est sûr que le premier week-end, puis en plus, tu commences l'été... C'est la première, c'est le premier fest où genre il fait chaud, il fait beau, les gens sont en vacances. Là, c'est ça, la F1 est là. À la F1, c'est le spotlight international. Il y a de l'art partout, il y a des collabs qui se passent all over the place. Ouais. Tu dors pas pendant 11 jours. La voix que tu as au début, puis la voix que tu as à la 11e journée, c'est genre 2 personnes différentes. Je m'ennuie de ça. Ouais. C'est un risky move quand même de le faire en même temps que la F1. Genre, ça aurait pu cacher un peu de visibilité, mais finalement, ça au niveau des sponsors aussi, au niveau des institutions, la Ville de Montréal, les budgets, bon, tout ça, c'était réfléchi. C'était réfléchi. Puis, en fait, inspiré encore une fois de ce qui se passe aux States, les States sont bold, sont fashion, ils sont don't give un peu. Au Québec, on est un petit peu plus checker, un petit peu plus, on se mouille pas trop, on veut... Puis, je sais pas, nous, notre gang, on est un petit peu plus comme let's go, là, we go big. Puis on était comme, ça peut juste leverager, dans le fond, Montréal en tant que ville. Ouais. Si on a 2 festivals en même temps, deux célébrations en même temps, toute le spotlight à cause de la F1, puis les gens qui viennent à la F1 après, là, ben, ils font quoi? Ben, ils viennent sur Saint-Lô, puis là, ils voient que Montréal est complètement épique, est en feu, puis on est fiers de Montréal, on vient de Montréal. Moi, je suis fier de venir d'ici, puis de ce que c'est Montréal, fait plaisir de participer à ça, puis de dégager ça, grâce à Mural aussi. Là. Non, tu fais bien. Puis là, je passerai à la section du pain sur la planche parce que en fait, je passerai... C'est un gros sujet. Ouais, c'est un gros sujet. Tu l'as dit. Ça me manque. Ça me manque le vrai vibe où j'ai été participant. Je pense que c'était un show de Jazz Cartier où il jump du roof, puis il y a comme sur plein de milliers, centaines de personnes. C'était crazy. Mais là, maintenant... aujourd'hui, en date d'enregistrement du 22 avril, l'Osheaga 2022, l'Osheaga 2021 a été annulé, c'est reporté pour l'année prochaine. Ouais. Puis là, en ce moment, Mural, en 2020, c'était un des seuls événements, justement, qui a quand même eu lieu, parce que vous êtes capable, en peu de temps, puis ça, chapeau, à savoir adapter pour faire un format digital. Puis après, quand il y a plus de relâchement, quand même un petit volet physique aussi. Puis pour l'édition 2021, là, évidemment, le balado va être lancé durant le mois de juin, donc on va être en plein apogée, justement, du Festival Mural. Tu sais, à quoi ça va look like, justement, la nouvelle réalité pandémie X Festival Mural? Ben, en fait,
là, l'année passée, c'était un gros turnover, là, qui était comme, qu'est-ce qu'on fait? Mural, c'est pas un festival de musique. Fait que on n'est pas obligé d'avoir seulement de la musique où il y a des rassemblements. Ça nous donne l'occasion de de créer des projets artistiques à travers la ville. Il n'y a pas de rassemblement nécessairement qui se crée. Donc, ça nous a donné une flexibilité pour pouvoir produire une nouvelle programmation. Puis on a focusé aussi beaucoup sur la technologie l'année passée. Entre autres avec le mur sur Saint-Lô avec Pichavo. Puis le groupe de Baya. Puis là, cette année, c'est comme une espèce de 2.0. On voit avec la santé publique, là, on n'est pas encore là, on ne débloque pas. Chiaga vient de canceller. Nous, malheureusement, on ne fera pas le festival au mois de juin. Ça va se passer à la fin de l'été comme l'année dernière. Ça nous laisse plus de temps. On a besoin de gagner. On a besoin que le monde se fasse vacciner, que ça revienne on gagne le plus de temps possible pour être capable d'avoir un plus normal possible. Si on peut, on va être capable de fermer la zone principale, peut-être capable de recevoir des gens. Combien de personnes, quel type de programmation on va avoir. On travaille ça quotidiennement. Mais là, on s'enligne pour faire un festival à Montréal. On ferme la rue, on ferme la zone. On a des œuvres qui se créent. Puis, beaucoup de projets satellites au festival. Vu qu'on manque la concentration classique du festival, là, on se met à éclater la programmation puis à aller expérimenter plein d'autres choses. Puis comme je dis, comme je disais, la technologie est quelque chose qu'on a vraiment le goût d'explorer. C'est intriguant, c'est fascinant tout ce qu'il y a à faire, puis tout ce qu'on connaît pas là-dedans. Plus t'en connais, moins t'en connais, dans le fond. Puis ça, c'est super le fun. Donc, je crois qu'on veut vraiment se lancer dans cette direction-là aussi. Donc, écoute, le fest va se passer au mois d'août. Puis, sous une autre forme encore, c'est une espèce de fest 2.0, mais qui va s'adapter le plus possible à la situation de la santé publique. Mais plein de choses assez next level quand même, malgré le contexte. Là. Parce que déjà en 2020, l'édition antérieure, il y a eu beaucoup d'artistes populaires, genre internationaux. Exemple, il y a eu Post Malone qui est venu, il y a Common qui est venu, Josh Côté, etc. Puis là, en 2020, c'est un peu un retour aux sources. L'aspect local, où exemple, il y a eu les Louanges quand même. Il y a eu Roy Woods de Toronto, mais c'est quand même canadien, on supporte ça. Puis là, avec la 2021, est-ce que c'est que la portée technologique pourra apporter à nouveau cette portée internationale, mais d'une façon différente, ou il y a encore cet aspect un peu local aussi que genre vous devez continuer? On n'a pas le choix de jouer encore beaucoup avec le local parce que c'est tellement contraignant. D'un, il y a le contexte voyage et tout. Je sais que la technologie, mais il y a le contexte voyage, puis après ça, il y a le contexte aussi économique. On n'a pas les mêmes moyens, malgré qu'on travaille extrêmement fort, puis malgré qu'on a des partenaires qui nous suivent, puis qui innovent avec nous, on n'est pas capable d'aller chercher les mêmes types de budgets qu'on était capable d'avoir avant. Amener un Jazz Cartier ou amener des Schoolboy Q ou des Post Malone, c'est des gros cachets, veux pas, à the end. Puis on était déjà vraiment ballsy de faire ça parce que je sais même pas comment on a pu legit leverage ce genre de booking de malade-là. Mais ça va... Une chose est sûre, c'est que quand ça va revenir à la normale, c'est sûr qu'on va être back at it. Ça, c'est sûr que on a un flavor, nous autres, à la base, les boys, notre équipe, on a un flavor international. On aime ça, comme je dis, on aime ça être bold un peu, on aime ça comme faire du gros wow, impressionner, avoir du fun, donner du nouveau. Fait que c'est sûr que ce flavor-là de venir comme surprendre avec une programmation XYZ va revenir, c'est sûr et certain. Maintenant, je crois qu'on est en train de créer des nouvelles bases, des nouvelles divisions, disons, qui vont nous permettre après ça, qu'on va pouvoir faire fleurir, puis qu'on va pouvoir juste amplifier tout ça, puis qu'on continue à croître en tant que festival, puis en tant qu'organisation, puis prendre cette place-là, puis donner une plateforme encore plus forte pour les artistes d'ici, les connexions, les possibilités, les types de programmation qu'on peut faire. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que le 1 an, 2 ans, 3 ans, who knows, de COVID en termes d'événementiel chez Mural, comment ça va avoir transformé, qu'on va revenir à une programmation qui va nous permettre d'être plus normale.
ça va vraiment avoir amplifié, en fait. T'sais. Puis je crois que le COVID a amené une espèce de, obviously, de mauvais côté du COVID, mais se réinventer, réfléchir d'une autre manière, prioriser d'une autre façon, battre des projets, avoir des nouveaux opportunités, des nouveaux focus. Ça a mélangé la soupe de plein de tout le monde, dans le fond. Puis ce mélange-là, d'après moi, en tout cas chez nous, va avoir amené quelque chose qui va être vraiment tasty après. Nice. Nice. Jusqu'au bout avec l'analogie. Là. Fuck it, Tasty. Nice. Mais puis un point aussi qu'on voulait jaser, tant qu'à parler d'une propension virtuelle, électronique, technologique, on voulait parler des NFTs. Là. Donc, je pense que l'épisode, on va avoir eu Galéa, ou du moins, je l'annonce, sinon. Mais on parle ici de non-fungible tokens, qui sont un peu dans l'univers Bitcoin, mais qu'eux sont vraiment reliés au Ethereum. Ouais. Donc, ils sont un outil, si tu veux, une forme de currency unique où tu peux, dans le fond, acheter soit c'est des cartes de collection carrément. Donc, un NFT peut être aussi une pièce d'art au final aussi. Donc, tu peux acheter un seul NFT parce qu'ils sont uniques, il faut dire aussi. Puis, l'art, c'est une composante hyper importante de ça. Puis, je pense que vous avez un petit peu commencé à tremper vos orteils là-dedans. Ouais. Les NFT, c'est comme un... Nice. Elephant in the room. Là, surtout maintenant. Mais tu sais, là, faut dire, là, on est au mois d'avril. Yeah. Là, si l'émission est diffusée au mois de juin, ça se peut que ça ait changé, genre de A à Z, la réalité des NFT. Ça peut même être au mois d'août, finalement, parce que Ouais. Peut-être, ça se pourrait. C'est votre call. On sait pas encore. C'est votre call. Fait que les NFT, c'est sûr que l'art a clairement c'est un monde qui s'ouvre, c'est de la création, right? C'est vendre des œuvres, vendre des créations uniques ou en série, limitées. C'est le même principe que acheter un NFT, c'est comme si tu achètes une œuvre dans une galerie, mais elle est digitale, right? Ouais. Le système du blockchain te permet d'avoir un certificat, d'officialiser cette pièce. Puis tu la possèdes de manière digitale. Ouais. C'est sûr qu'au mois de décembre, janvier, février, c'était fou ce qui se passait au niveau des NFT. Il y avait peu d'artistes, peu d'acheteurs. Ça s'est popularisé en quoi? 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines? C'est rendu de même maintenant. I guess Burger King a fait un NFT d'un burger, d'une frite, d'un whatever. Genre, ça va jusque-là. Puis je devine que tes artistes ont dû genre prendre le téléphone puis juste appeler. OK. Mais d'abord, la réaction de ben du monde, moi le premier, c'était comme what the fuck is that? C'est quoi un NFT? Puis autant les artistes qui sont super intrigués puis généralement très ouverts à découvrir un nouveau médium puis une nouvelle manière de faire, comprendre c'est quoi, comprendre le principe, ou comprendre la game, c'était quand même gros. Là, c'était vraiment un labyrinthe pour comprendre tout ça. Mais je pense que la bombe qui a tout explosé de tout, je pense que c'est l'investisseur indien qui a acheté pour 69 millions un NFT. Et là, c'est là où on a réalisé, OK, ça vaut de l'argent. Puis là, c'est là où tout le monde a dit, OK, il faut embarquer dans le bandwagon. C'est ça. Là, tout le monde s'est mis à acheter des NFT. Mais là, après ça, il y a une histoire aussi il y a une histoire de marché puis de stock sur le marché, right? Comme là, en ce moment, décembre, janvier, février, c'était fou. Là, le monde a acheté des NFT, puis là, le prix montait, puis là, les NFT valaient vraiment la totale. C'était assez next level. Tout le monde s'énervait. Là, tout le monde, ça s'est popularisé. Là, tout le monde s'est mis là-dessus. Puis là, le marché, là, il y a des plateformes qui ont mis à propulser des artistes là-dessus. Puis là, c'était des open. Puis là, il faut avoir ça allait jusqu'à... Grimes, je crois qu'elle a vendu ses pièces à 7500 US le piece. Je me rappelle plus combien de pièces il a vendu. Je crois 700. 700 fois 7500. Mais tu sais, fois 3. Fait que, là, il y a eu des fois des pièces qui sont vendues à 5000 fois. Là, il y a comme un engouement majeur. Puis là, c'est en train de se... Mais, somme toute, c'est comme on disait, ça va rester les NFT. Puis ça va... Il y a plein de choses qui vont sortir de ça. T'sais. Puis il y a plein d'expériences qui peuvent être créées à travers les NFT. T'sais, là, je crois qu'on voit le tip de l'iceberg de qu'est-ce qu'un NFT peut faire. T'sais, en ce moment, on peut, comme on s'est dit, il y a des univers dans un univers digital, tu peux créer une galerie, tu peux te créer un avatar, tu peux aller marcher tu peux acheter du real estate, tu peux aller à New York dans un univers de real estate, acheter un bloc, mettre une galerie là, puis il y a des avatars qui viennent puis qui achètent du digital artwork
à travers la galerie. Tu sais, ça existe, ça se passe ensemble. Il y a du monde qui se lève le matin, ils vont sur leur ordi, puis ils travaillent, ils gagnent de l'argent dans un univers, tu sais, virtuel avec un avatar, right? Fait que, tu sais, en ce moment, les NFT, autant que, tu sais, il y a un rapper, un Américain, whatever, il va se faire un collier en or, puis il va mettre un écran, puis ça va être ces NFT qui vont swiper dans son... Fait que là, en ce moment, c'est juste comme, qu'est-ce qu'on fait avec les NFT, genre, tu sais, à part de juste que ça existe, que c'est insane, que ça va évoluer, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, comment on va... Moi, je me vois très bien, chez nous, moi, j'adore l'art, je collectionne l'art, je me vois très bien avoir une maison plus grande de ce que j'ai en ce moment pour ensuite avoir des écrans. Puis que dans certains spots, ben, j'ai comme des NFT qui swipe, qui sont complètement insane, puis qui m'amènent dans d'autres univers. Moi, ça me stimule. Moi, j'aurais ça chez nous. J'aime ça. C'est une expo qui est chez nous. J'ai des NFT. J'achète des NFT artistiques. Quel genre de NFT, toi? Ben, moi, j'ai acheté des... Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis intéressé. Un artiste avec qui on travaille, tu sais, Fuck Render est vraiment là-dedans. Fred est genre un pioneer en ce moment. C'est legit, genre, on va voir son artwork et j'imagine juste une galerie de tous les arts de Fuck Render. C'est legit un trip psychédélique. C'est comme si dans un trip de LSD puis tu vois tout le... En plus, Fuck Render oui, mais on est sur sa planète, je dirais. Ouais. Après ça, tu peux aller chercher un autre artiste. Je t'enverrai du trip. On va mettre du lourd, trip, là. Go for it. Il y en a plein. Mais oui, moi, j'ai des... Puis, tu sais, les NFT que j'ai, c'est des art pieces que j'aime, en fait. Puis là, il y a un côté investissement. Je suis quelqu'un qui aime jouer avec son argent aussi. Donc, tu sais, c'est comme l'opportunisme, jouer avec son argent... L'art, collectionner l'art, je veux dire, si je peux collectionner l'art puis jouer avec l'art, genre, je capote. Tu sais, je suis un peu geek collectionneur déjà à la base, fait que si en plus de ça, je peux acheter de l'art, ça prend de la valeur, j'en achète 2, j'en revends 1, j'en ai un pour moi, je suis bien. Tu sais, je découvre, j'en parle avec la communauté, tu sais, il y a plein de channels en ce moment qui sont en train qui se créent avec une communauté d'acheteurs de NFT. Fait que je crois que c'est extrêmement intéressant. Les artistes aussi, pour eux, c'est super intéressant. Ils peuvent innover à travers tout ça parce que il y a plein de, comme je dis, il y a plein de manières de faire évoluer son art. T'sais. En ce moment, il y a des artistes que s'il y a trop de pistes sur le marché, tu pourrais avoir comme X nombre de pistes, tu les renvoies à l'artiste, puis lui te renvoie une œuvre. Fait que, s'il y a eu 200 œuvres qui ont été vendues, puis l'artiste considère qu'il y a trop d'œuvres sur le marché, ben, il pourrait dire, OK, moi, vous m'envoyez 5 œuvres de cette œuvre-là, puis je vous mint une nouvelle œuvre. Fait que ça fait en sorte que, de cette manière-là, il peut réduire la quantité qu'il y a sur le marché puis créer une nouvelle pièce unique ou de juste une édition de 10. Fait que là, tu peux jouer avec la rareté, les artistes peuvent jouer avec la rareté, tu peux gamifier aussi. Ouais. OK, rentre dans cet univers-là, va chercher cet indice-là, tu vas avoir un NFT. Puis après ça, je pousse encore plus. On pourrait aussi l'amener à Mural. Tu sais, t'achètes une passe VIP, puis t'as le NFT de Mural 2022, 2023, whatever, tu sais. Fait que là, après ça, sky's the limit. Puis on revient à la technologie, ben c'est ça. Est-ce que tu viens nous plug Loki un scoop ou... Ça ressemble... Peut-être. Ah, that's it. Ah, mais c'est malade. Puis, genre, outre les NFT et tout ça, genre, une des questions qu'on avait, c'est, tu sais, il y a les années folles qui s'en viennent et tout. Donc, c'est fou en NFT, c'est fou en art aussi, mais est-ce que tu vois que ça, peut-être dans 2-3 ans, quand la pandémie va être finie, est-ce que tu penses que l'art va faire partie de cette explosion d'émergence? Je pense que les gens vont virer fous un petit peu, là. Tu sais, pour vrai, là, comme c'est arrivé dans... Tu veux dire virer fou après la pandémie? Après la pandémie, tu sais, genre, je pense que les dépenses vont monter les gens ont besoin de contact humain puis de fun, puis de... Mais juste l'art à la base aussi, ça va vendre fraîcheur aussi. Ben oui, c'est ça. L'art, d'après moi, est le parfait catalyseur pour juste créer des opportunités de se sortir de ce mindset-là qui est tellement grisâtre un peu là, depuis 1 an, 1 an et demi. T'sais. L'art va être au centre de ça. L'art, la musique, les films, le cinéma, le art, les expos,
sais, je crois que live, on a besoin de ça. Tu sais, je veux dire, je m'en vais m'acheter. Si mon boucher écoute si mon boulanger il écoute un bon beat, là, je bounce dans la boulangerie. Là, c'est sûr que give me whatever, like, en ce moment, je vais jump in. Tu sais, mais tu le vois déjà, tu sais, c'est ça s'en vient. Là, puis tu le sais que les marques, puis les organisations, les business le savent. Là. On a besoin de ça. Là. C'est ça que les gens ont besoin de vivre. On a besoin d'être hors de chez nous, vivre des expériences. C'est sûr que l'art, d'après moi, encore une fois, est au centre de tout ça. Là, puis c'est juste une excuse d'en rajouter plus, puis d'être juste encore plus sur la célébration, puis le bien-être. Mais déjà, quand la pandémie est arrivée, c'est fou comment un des premiers réflexes, c'est d'ajouter l'art dont ça va bien aller. Juste l'arc-en-ciel, tu sais, c'est... Déjà, au début, quand dans les zones grises, tu sais, c'est l'art qui apporte un peu la couleur, justement. Je pense qu'on en parlait, justement, dans le passé, là. Puis là, quand ça va venir, pour les prochaines semaines, tu sais, le moral est à son plus bas ici au Québec, là. On va pas se le cacher, là. Puis quand ça va revenir, man, c'est... Déjà, Boulevard Saint-Laurent, tu sais, les Saint Woods, man, appartement de sang, ça va être le shit show. Ça va être un shit show. Ça va être un shit show, mais juste en même temps, tu sais, je pense que le besoin de s'affirmer, tu sais, c'est encore plus important parce que tout le monde est resté isolé chez eux. Puis là, tu sais, quand c'est le printemps pour la première fois au Québec, là, tu sais, la première chaleur de genre, il fait 15, 20, terrasse. Puis là, tu sens, là, tu marches, là, puis tu parles à personne, tu touches personne, mais tu sens que l'énergie est comme du happiness. Là. Ouais. Ça va être ça, je crois, mais comme fois 2 ans. Ouais. Même l'hiver va revenir, on va être comme... Fuck it. Je m'en vais voir des shows, je m'en vais juste voir des expos, je suis bien. On est passé à travers. C'est clair que c'est ce qui nous manque dans notre quotidien, justement. Là, le quotidien, là, encore une fois. Là, comment... Puis, tu sais, c'est cool, là, le monde, on a, tu sais, même Mural, on a créé des split sessions cet été. Tu sais, on mixait comme un artiste visuel, puis justement un DJ ou tu sais, un band. Puis c'était cool, tu sais, on voyait ça. Ça fait du bien, tu sais, juste avoir un artiste qui joue de la musique, tu sais, qui crée devant toi, qui te joue quelque chose, ça fait du bien. Ou tous les humoristes là, tu sais, qui ont fait des lives Instagram, c'est juste yo, don't give, là, nous autres on fait ça en live, puis c'est juste, puis il y a comme 10 000 personnes qui sont là, puis c'est actually fucking drôle, puis ça fait vraiment du bien, puis ça met tu sais, on a été original puis créatif dans notre manière de sortir de tout ça, mais c'est pas la même chose, tu sais, ça reste que c'est pas le même feel d'aller voir C'est ça. D'aller voir Keitra là, en live. Justement. Je vais rester zen, ouais. Ça revient bientôt. Je pense qu'on va terminer ou... Ouais, on approche de la fin, mais je voulais essayer une petite question. C'est vrai. Une petite nouveauté qu'on voulait savoir. Puis, dans le fond, si ta vie était un film, là, si t'avais la chance de... On reproduisait ton film, un acteur faisait tout ça, ce serait quoi le nom que tu donnerais au film de ta vie? Qu'est-ce que tu penses que ça serait, là? J'ai jamais pensé c'est une question vraiment à ça parce que c'est comme si Ouais. j'étais genre un... Faut que tu te vois en third person, puis Ouais, tu c'est penses ça. tu peux t'inspirer de, tu sais, du mural, tu sais, tout ce que tu as fait, mais aussi le slogan, tu sais, je pense qu'inspirer le quotidien, c'est déjà puissant aussi. Ouais, je dirais que, tu sais, si c'est de sur ça. ma vie, moi, personnellement, puis qu'on est dans un environnement aujourd'hui d'entrepreneuriat, je crois que ce qui me rend peut-être le plus fier, puis le plus... c'est d'être là où je suis. Ce que je fais en ce moment, c'est ce que je suis, tu sais, à 100%. Puis, tu sais, si à 10 ans, si j'avais 10 ans, tu me disais que je serais là, ou à 15 ans, ou à 20 ans, je te dirais que c'est exactement... Ça me représente exactement ma personne, tu sais. Nice. Entrepreneur, dans les arts, bon, tu sais, leader dans mon industrie, avoir du plaisir tous les jours, travailler avec une gang tous les jours que j'adore, que j'aime, qui fait en sorte que ben, le COVID, je le vois moins parce que j'ai une gang autour de moi qui, tu sais, on est des amis, tu sais, je travaille avec des amis, puis je parle des partners, mais aussi tous mes collègues, tu sais, ça représente qui je suis, puis je dirais que, tu sais, le titre serait sûrement... Je crois pas que je peux te donner le titre,
Parce que live, mais sauf qu'il serait cheese, là. Tu sais, ce serait cheesy, le live. Vraiment, là. t'as déjà donné un bon trailer, là, 30 secondes. Là. Ça cale l'attention. Right, là, on tu sais, l'a. ça serait dans ce mindset-là, tu sais. Yeah. Je crois qu'au niveau du... J'étais allé avec La Fougasse. Je crois qu'au niveau du nom du film, je suis pas capable de trouver ça exactement, mais ça comporterait le fait d'être... Ben attends, tu sais quoi, je vais t'aider. C'est- Pour tous ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent le podcast, écrivez en commentaire justement, serait quoi le nom du film à partir de l'inspiration d'Alexis. Vous me mets au défi. Et who knows, peut-être que la personne qui va avoir le meilleur titre, on sait pas ce qui va arriver. Il va pour recevoir vous. un NFT. Ouh, Ça vaut vaut l'argent, les ça. gars. Bon, C'est fou. je pense que we're done. Ouais, absolument. Ben, merci Alexis d'être Merci, venu. les boys. C'était... J'en ai appris genre fois 1000. Yes, man. Je pense qu'il faut que j'aille Google une partie des trucs que tu m'as dit. Là, je capote, là, je comprends pas. Mais merci, Hamza aussi. Et puis Merci. félicitations Ouais. pour votre émission, les gars. Ben, C'est le merci, fun man. de faire ça, puis que vous preniez le temps. C'est une belle manière de s'impliquer, puis d'en connaître plus sur... C'est la moindre des choses, mais regarde, on est tous nés pour un gros pain, puis c'est à travers toi qu'on fait ça. Bon, à la prochaine. Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du balado Né pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.